Vous avez entendu parler du grand déluge. Mais et si, à la place de l'eau, chaque océan, lac et rivière sur Terre était soudainement, instantanément remplacé par du miel? C'est une pensée ridicule, je vous l'accorde, une apocalypse de livres de contes pour enfants, la fin des temps sponsorisée par une mascotte de céréales pour le petit déjeuner. Mais si on suit la science, ce scénario doux et collant dégénère en l'un des événements d'extinction les plus bizarres et terrifiants que l'on puisse imaginer. Après tout, l'univers se fiche que ces outils de destruction soient des astéroïdes ou des ruchers. Le tout premier changement, dans la première fraction de seconde, est une question de poids et de nature. Le miel est, en moyenne, environ 1,4 fois plus dense que l'eau. Ainsi, lors de cet échange silencieux et instantané, nous venons d'ajouter environ 40% de masse en plus à tous les océans du monde. Cela représente 548 millions de milliards de tonnes métriques supplémentaires de matière. La planète elle-même le remarquerait à peine, sa rotation et son orbite restant inchangées. Mais tout sur la planète le remarquerait, surtout la gravité. Voyez-vous, l'eau est merveilleusement fluide, elle remplit ses bassins proprement. Le miel est un fluide non newtonien, épais et profondément paresseux. Il possède ce qu'on appelle la viscosité, une résistance à l'écoulement. Il est environ 10 000 fois plus visqueux que l'eau. C'est la différence entre se verser un verre d'eau et essayer de verser de la mélasse froide dans ce même verre. L'un est complaisant, l'autre est un événement géologique en miniature. Ainsi, à l'instant de l'échange, le miel ne reste pas sagement là où se trouvaient les océans. Le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien. Ce ne sont plus des océans, ce sont des masses colossales de matière gluante de la taille d'un continent. Et la gravité, l'ultime rabat-joie de l'univers, se met immédiatement au travail. Ces masses de miel sont gravitationnellement instables. Elles sont empilées trop haut. Elles doivent s'aplatir. C'est le début du grand affaissement. Ce ne serait pas une vague au sens où nous l'entendons, pas un tsunami d'eau avec une crête qui s'écrase. Ce serait un mur, un glacier au ralenti d'un ambre doré, d'anéantissement absolu. Prenons des nouvelles de notre observatrice désignée pour cette catastrophe, une géophysicienne nommée Dr. Elara Vance, qui se trouve travailler dans un observatoire de haute altitude dans les Alpes suisses. Un instant, elle sirote son thé matinal en regardant le bleu lointain et chatoyant de la Méditerranée. L'instant d'après, il a été remplacé par un vaste miroir d'ambre placide. Pendant les premières minutes, le monde est étrangement silencieux. La vie marine, bien sûr, a déjà passé une très mauvaise journée. Toute créature dotée de branchies est instantanément ensevelie. Une baleine bleue, Papocaingert Taco, un instant glissée dans les abysses et maintenant suspendue dans un milieu qu'elle ne peut traiter. Son poids immense n'étant plus soutenu de la même manière par la flottabilité. Chaque poisson, chaque requin, chaque plancton, microscopique est conservé instantanément. Les océans sont devenus le plus grand fossile d'ambre jamais enregistré. La biologie marine, en tant que domaine d'étude, serait mise à la retraite. Mais Elara, haut dans son laboratoire de montagne, ne le saurait pas encore. Ce qu'elle verrait à travers son télescope, c'est le bord de la Méditerranée de miel qui commence à bouger. Pas vite, mais avec une inéluctabilité à glacer le sang. Ce n'est pas une vague à laquelle on peut échapper en courant. C'est un processus géologique dont on ne peut qu'être témoin. Imaginez une vague de plusieurs centaines de mètres de haut se déplaçant à la vitesse d'une marche rapide. Elle ne s'écrase pas. Elle arrive. Elle se déverse. Elle engloutit. Elle n'est pas faite d'eau. Qui pourrait se retirer? Elle est faite d'une substance dont le seul but est de coller aux choses. La ville de Rome ne serait pas emportée par les flots. Elle serait confite. Le Colisée rempli à ras-bord, le Vatican submergé, le tout scellé dans une tombe parfaite et éternelle de fructose et de glucose. La vague remonterait les vallées, remplirait les canyons et ensevelirait tout sous une couverture suffocante et collante. Elle transporte l'élan d'1 milliard de tonnes de sucre et il n'y a rien, absolument rien, qui puisse l'arrêter. Le transport maritime mondial, soit dit en passant, vient de devenir beaucoup plus compliqué. Et ça ne fait qu'empirer. À la 3e heure, les conséquences atmosphériques se font sentir. Le processus le plus important pour notre climat est le cycle de l'eau. L'évaporation des océans ensemence les nuages, qui créent la pluie, qui alimente les systèmes météorologiques et arrose les continents. Le miel, cependant, ne s'évapore pas de manière significative. Il est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe l'humidité de l'air. Ainsi, le ciel devient terriblement clair. Et il reste ainsi, pour toujours. Plus de nuages, plus de pluie, plus de neige. Fini ce crachin brumeux et agaçant qui embue vos lunettes, mais n'est pas assez décidé pour être une véritable averse.
Le moteur météorologique de la planète s'est grippé. La forêt amazonienne, qui génère une grande partie de ses propres pluies, tiendrait un peu plus longtemps. Mais sans l'afflux massif d'humidité de l'Atlantique, elle aussi est condamnée. Elle commencerait à se flétrir et à mourir. Toutes les rivières du monde, privées de leurs sources, s'assécheraient en quelques semaines, leurs lits devenant des canyons poussiéreux. Dr. Elara Vance, pour l'instant en sécurité dans sa forteresse alpine, regarderait le monde devenir brun. Les vallées verdoyantes et luxuriantes en contrebas vireraient à un jaune maladif, puis à un beige desséché. Le grand affaissement de miel aurait maintenant stoppé sa progression, ensevelissant toutes les civilisations côtières et les zones de basse altitude, atteignant un nouveau niveau de la mer, boueux, légèrement plus élevé qu'auparavant. La carte du monde devrait être redessinée par un cartographe très déprimé. Jour dit, la grande soif commence. Chaque animal terrestre et chaque plante sur Terre fait maintenant face à une crise de déshydratation terminale. Il n'y a plus d'eau douce. Aucune. Les seules sources de l'humanité seraient les calottes glaciaires, du Groenland et de l'Antarctique, et les glaciers nichés haut dans les montagnes. Pour Elara et les quelques autres communautés montagnardes, la survie devient une course effrénée pour faire fondre la glace des glaciers. Mais c'est une ressource limitée, une minuscule flaque d'eau dans un désert qui s'étend sur le monde entier. L'air lui-même deviendrait douloureusement sec. L'électricité statique serait une menace constante et crépitante. Vos lèvres se gerceraient, votre peau se fendillerait et chaque respiration serait comme inhaler de la poussière. Les écarts de température deviendraient brutaux. Sans couverture nuageuse pour retenir la chaleur, les déserts seraient brûlants le jour et plongeraient sous le point de congélation la nuit. Et puis, il y a l'odeur. Au début, elle pourrait être agréable, un parfum léger, doux et floral porté par le vent. Mais alors que les milliers de milliards de créatures mortes, du plancton aux humains, commencent à se décomposer en anaérobiose sous le miel, l'odeur changerait. Elle deviendrait une odeur écœurante, douceâtre et nauséabonde de décomposition et de fermentation. Le monde sentirait comme une coupe de fruits oubliée au soleil d'été, l'échelle planétaire. En 1, les survivants, s'il en existe, sont confinés dans des îles de haute altitude comme les Alpes, l'Himalaya, les Andes et les Rocheuses. Ils sont prisonniers dans leur forteresse montagnarde, regardant un monde silencieux et doré. L'agriculture est presque impossible. Le sol se transforme en poussière. La seule vie restante serait les lichens et les mousses les plus résistants. Et peut-être quelques insectes incroyablement tenaces. Une abeille seule et confuse pourrait passer en vrombissant devant la fenêtre d'Elara, la dernière de son espèce, dans un monde noyé par l'œuvre de sa propre vie. Une ironie cosmique trop cruelle pour être drôle. Presque. La principale obsession scientifique d'Elara changerait. Elle n'est plus géophysicienne, elle est mélitologue. Elle étudierait les étranges nouvelles propriétés de cette mer dorée. Elle noterait que sous les pressions écrasantes des parties les plus profondes de l'océan, comme la fosse des Mariannes, le miel pourrait se comporter de manière que nous ne pouvons prédire. Sous 1100 atmosphères de pression, les sucres pourraient être forcés à former des structures cristallines, créant de vastes dépôts de sucre dur comme de la roche au fond des abysses. Les géologues planétaires, en supposant qu'ils ne soient pas ensevelis sous une montagne à base de fruits, s'en donneraient à cœur joie. En 100, l'humanité est probablement éteinte. Quelques enclaves isolées auraient pu tenir une génération ou deux, mais sans une biosphère fonctionnelle, sans un cycle de l'eau, notre règne est terminé. La grande mer de miel se serait stabilisée. Sa surface, exposée à l'air sec et au soleil implacable, formerait une croûte épaisse et dure, comme le dessus d'une crème brûlée. Sous cette croûte, le monde serait en stase. Les villes enfouies, les baleines fossilisées, les forêts ensevelies, tout serait parfaitement conservé. Et qu'en serait-il du miel lui-même? Fermenterait-il pour devenir un lot d'hydromel de la taille d'une planète? Peu probable. La fermentation nécessite de la levure et, surtout, une certaine teneur en eau. Le miel est naturellement antimicrobien précisément parce qu'il contient très peu d'eau disponible. Sans pluie pour diluer la surface, les océans de miel resteraient inertes. Un conservateur stérile et sucré. Notre monde, autrefois une bille dynamique, chaotique, baignée d'eau, bleue et verte, deviendrait un artefact silencieux et statique, une babiole dorée dans le système solaire. Un astronome extraterrestre cartographiant notre coin de la galaxie verrait la signature lumineuse de la Terre changer. L'analyse spectrale serait déroutante. Une atmosphère presque dépourvue de vapeur d'eau et une surface qui reflète la lumière dans les teintes chaudes dorées.
sucre complexe. Il serait totalement perplexe. Regardant depuis son laboratoire pour la dernière fois, une Elara Vance âgée pourrait avoir une dernière pensée. Elle a survécu à la vague initiale. Elle a survécu à la grande soif. Elle a vu le monde qu'elle connaissait se transformer en un cimetière silencieux et sucré. Mais sa pensée la plus persistante, la plus tenace, celle qui l'a accompagnée tout au long de l'apocalypse, serait une pensée d'une banalité inattendue. Le premier jour, alors que le choc initial se dissipait, une minuscule éclaboussure du miel qui avançait avait atterri sur ses chaussures de randonnée préférées. Et elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle ne parviendrait jamais, au grand jamais, à les nettoyer correctement. Alors, pourrions-nous survivre à une inondation planétaire de miel? Aucune chance. Notre monde n'est pas seulement soutenu par l'eau, il est l'eau. L'eau est le moteur infatigable de notre planète, le solvant de la vie, l'architecte de notre climat. Le miel est un régal merveilleux sur une tartine, mais en tant que système d'exploitation planétaire, c'est un échec catastrophique. Cela révèle une vérité profonde. La substance qui rend notre monde beau et vivant n'est pas spéciale parce qu'elle est rare dans le cosmos, mais en raison de sa nature extraordinairement simple et implacablement active. Il s'avère que nous vivons sur une planète définie non pas par une douceur spectaculaire, mais par le rythme magnifiquement ennuyeux et vivifiant d'une simple goutte d'eau.